Je vais vous présenter rapidement notre dernier projet, le CRASC, sur une nouvelle tendance de l'agriculture saharienne. Mais avant tout, je dois quand même remercier le CRASC pour cette initiative très appréciée pratiquement par tout le monde. J'ai eu beaucoup d'échos, de coups de téléphone, notamment par les gens qui habitent le Sahara, avec qui nous avons eu des contacts permanents. Ils voulaient tous pratiquement assister à cette réunion. Donc, j'espère que la prochaine fois, Inch'Allah, quand on organise une manifestation de cette ampleur, il vaut mieux se concerter pour faire bénéficier pratiquement tout le monde. Alors, ce projet, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui s'inscrit dans une vision de recherche-action, bien sûr au service du développement durable des espaces ou des territoires oasiens, a été en réalité le fruit de plusieurs années d'investigation et d'observation pratiquement régulière de ce territoire. Pratiquement, on a commencé d'investiguer cet espace depuis 1999, donc on est il y a 20 ans de recherche et de projets continus, sans relâche et sans continu. Et bien sûr, il y avait Abdallah Msahel qui était parmi nous, pratiquement dans la majorité des projets. Cette nouvelle tendance de la culture saharienne, bien sûr, ça représente pratiquement les dernières mutations ou dynamiques les plus récentes que connaît cet espace. C'est à travers chaque projet, on essayait de déterminer quelques nouvelles pistes de recherche. Et l'avant-dernier projet a été le socle ou la base sur laquelle on s'est basé pour préparer ce projet, qui a été très intéressant pour nous et même pour la communauté, parce qu'on a pu publier 2 articles dans du revue international et on reçoit pratiquement à chaque fois des mails et des messages pour justement essayer d'incorporer ou de faire contribuer notre équipe à d'autres autres projets de recherche ou de futurs projets de recherche. Alors, bien sûr, ce projet qui a été finalisé par une table ronde en mars 2020, nous avons essayé de le valoriser par une publication dans le cahier du CRASC. Donc, on est en train de préparer, en fait, le travail était préparé avec 11 articles où l'équipe de recherche en question a participé avec 7 articles, dont 3 de nos doctorants, et on a essayé d'impliquer d'autres recherches sur le Sahara algérien, avec le Souf, et 2 articles, l'un sur la Mauritanie et l'autre sur le Maroc. Donc le projet de l'ouvrage a été déposé au niveau du CRASC pour évaluation. Je ne vais pas rentrer dans le détail du projet parce que ça prend beaucoup de temps, mais je voulais quand même dire 2 mots sur Abdallah Msahel. Quand on travaille avec lui, les membres ici présents en témoignent. Quand on achève un projet, on arrive au terme d'un projet, il nous disait toujours que, comme ça en arabe, je vais redire ce qu'il disait, il nous disait, Jma'a, il faut revoir la problématique. Et ça nous faisait rire. Ça nous faisait rire au départ, mais après le recul, on a compris son message. Comme il voulait nous dire, quand on achève un projet, on arrive au terme d'un projet, c'est pas parce qu'on va atteindre les objectifs. Et c'est ça, Abdallah Msahel. C'est-à-dire, c'est travailler avec la rigueur et la bonne humeur. Merci beaucoup. D'abord, je commencerai par un remerciement pour toute l'équipe du CRASC d'avoir pris cette initiative très louable d'organiser une journée en hommage à notre ami M. Abdallah Msahel
Je commencerai par dire que Abdelham Sehel a été pour moi d'abord un collègue. C'était en 2007-2008 que je l'ai connu, et à l'initiative de M. Selied Mounir, qui nous avait demandé de prendre la responsabilité, plutôt la co-responsabilité d'un atelier qui s'appelle au département d'architecture, la planification urbaine et l'aménagement spatial. Donc ça a commencé par une rencontre qui pouvait être toute anonyme à l'époque, et ensuite je découvrais petit à petit un Abdelham Sehel qui connaissait pratiquement tout de la famille, de ma famille du côté de ma mère à Tlemcen. Et il avait plein d'anecdotes dessus d'ailleurs. Et là, je découvre un personnage qui était pratiquement, j'allais dire, une personne qui faisait partie de la famille, hein, puisque il savait retracer le parcours de la famille dans sa région, à Tlemcen, et puis tout le reste. Et ensuite, c'est devenu un très grand ami, un grand ami, un frère, un père, et un enseignant. Même si j'enseignais avec lui, je le voyais comme un enseignant parce que j'apprenais énormément avec lui, et je crois que ce que j'ai gagné avec lui, c'est une formation d'autodidacte grâce à lui en sociologie et en géographie. Et donc une grande sensibilité au territoire, etc. Et surtout, je me suis remis en cause en tant qu'architecte, puisque je ne voyais plus l'architecture comme la réalisation des projets, comme on l'aurait dit au département d'architecture, mais plutôt comme une réalisation de la société, une réalisation de la société dans les territoires. C'est-à-dire que on ne peut pas concevoir l'architecture sans passer par la connaissance de la société et puis de tout ce qu'elle implique, hein, la culture et puis tout le reste. D'où, j'allais dire, le titre de cette petite intervention en hommage à lui, la découverte de la grande région d'El-Bayed, élément de réflexion. La grande région d'El-Bayed, c'est une appellation que j'ai inventée de toutes pièces, qui n'a pas pour autant dérangé Abdelham Sehel, et je voulais dire par là même que cette grande région, en fait, était sous l'influence d'El-Bayed, son rayonnement, puisque nous avons eu l'impression avec Abdelham Sehel, et nous en parlions souvent, que tout le monde se référait à Al-Bayed. Al-Bayed, c'était vraiment la ville référence par sa citadinité, ses formes d'urbanité, dont j'ai parlé un peu dans les articles, qui parfois ne faisaient pas trop plaisir à Abdelham Sehel. Et je crois que c'est ça qui a fait que Abdelham Sehel a été, j'allais dire, une de mes grandes relations. C'était nos divergences, que j'ai appelées dans le quotidien d'Oran, en hommage à lui, les divergences heureuses. Notre amitié s'était fondée sur le principe de on ne pense pas la même chose, on n'est pas d'accord, mais c'est ça qui construit l'amitié, et c'est ça qui fait que nos échanges devenaient de plus en plus intéressants et plus enrichissants l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, alors, ce que j'appelle la grande région de Bayed, c'est surtout cette partie-là. Ce que je dois dire surtout, c'est que mes connaissances en géographie étaient très limitées. C'est grâce à Abdelham Sehel, avec qui j'ai commencé à faire des déplacements dont les souvenirs sont très forts. Et heureusement que j'ai réussi aussi à les éterniser grâce à plein de photos que je compte exposer peut-être dans quelques temps. C'est la connaissance de toute cette région, mais ce que j'ai gagné avec lui, ce n'est pas une connaissance des villes en soi, ce sont les territoires extra-villes qui m'ont intéressé le plus. C'est la connaissance de toutes ces populations qu'on rencontrait, soit de près, soit de loin, sur nos parcours. La grande région de Bayed, pour nous, ce sont ces espaces que nous avons découverts ensemble. Malheureusement, je n'ai pas eu la possibilité de visiter avec lui le Bioxy de Chir, mais je prévois cela. C'est qui va de Bouktob à Aïn Safra et à Al-Bayed. Et nous avons visité pratiquement, j'allais dire, tous ces Ksours, et c'est à partir de ces visites-là que j'ai développé pas mal d'idées concernant l'architecture, l'urbanisme, les populations de ces lieux-dits. Alors, avec Abdelham Sehel, comme je le disais tout à l'heure, c'est une formation d'autodidacte en géographie. C'est des références que je ne pouvais pas avoir en tant qu'architecte.
Donc je me suis mis à lire des ouvrages que je n'étais pas appelé à lire. Et petit à petit, je me suis trouvé à lire, mais avec beaucoup d'intérêt, parce que pour moi, ça a été encore une fois une très grande découverte. C'était la découverte des populations, des territoires, de la manière de s'approprier les territoires, la rencontre des populations nomades, semi-nomades, etc. Qu'est-ce qu'un Ksar? Je me suis rendu compte que les définitions qu'on donnait en fonction des formations n'étaient pas les mêmes. Hein. Quand un architecte définit le Ksar, ce n'est pas tout à fait le même que lorsque un géographe le fait. Et une des grandes découvertes que j'ai faites, c'est l'ouvrage de Jean Despois, par exemple, qui s'appelle Les Jeux de l'amour, qui est très bien organisé en chapitres, et on découvre comment les populations se déplacent dans la région, etc. Et je montre en particulier cette carte que j'ai tirée dans l'un des articles de Jean Despois, et qui montre, hein, pour moi, c'était quelque chose de nouveau. Je sais très bien que nos géographes qui sont là sont habitués à cet espace-là, mais moi je le dis avec beaucoup de bonheur, parce que je ne pensais pas aussi y aller s'il n'y avait pas Abdellah Sahel, qui a été pour moi une grande rencontre, comme je l'ai dit. C'est le prolongement de tous ces territoires qui vont des monts d'Exour, avec la quarantaine de Xour sur lesquels Abdellah Sahel s'est beaucoup étalé, notamment dans ses écrits, les monts, les Jebel Amour et les Jebel Boulek Naïm. Et donc, je découvre aussi que la manière de percevoir l'espace n'est pas la même, et qu'elle dépend en fonction du climat, du sol, des matériaux, des savoir-faire qui sont développés, pas développés, etc. Et bien sûr que je découvre aussi qu'un Jean Despois aussi explorait les populations avec beaucoup, j'allais dire, de préjugés. Hein, chose que nous avions aussi découverte par rapport à René Lespès dans son livre. Jean Despois fait la même chose. Ce sont des éléments que, grâce à Abdellah Sahel, je compte développer, notamment par rapport, j'allais dire, aux idées que Jean Despois se faisait par rapport aux populations de Jebel Amour. Alors, là, moi j'avais aussi avec moi Abdellah Sahel, j'allais dire, qui faisait polémique dans le milieu des architectes, parce qu'on disait souvent que les géographes ne dessinent pas. Et là, moi, j'avais un Abdellah Sahel avec moi, avec qui je voyageais jusqu'au dernier voyage que nous avions fait à Zaïda en 2018. J'avais avec moi un Abdellah Sahel qui n'hésitait pas à prendre le stylo ou le crayon et puis à schématiser les espaces pour m'apprendre des choses sur la manière avec laquelle fonctionnent les territoires. Donc, à peu près une trentaine de schémas comme cela de Abdellah Sahel, dont celui-ci qui a été parmi les premiers, hein, par lequel il voulait m'expliquer comment les territoires s'organisent en fonction de leur relief. Le premier schéma que j'ai numéroté en 1, il me disait que voilà, Boussemroun est posé sur une platitude. Derrière la platitude et à l'extérieur, il y a la palmeraie à une certaine distance, et puis il y a les jardins, et enfin l'ouest. Par contre, à Rassoul, c'est le mont qui est là, avec toutes les constructions qui sont autour, malheureusement dans un état de ruinification actuellement, et au piémont du mont, nous avons les jardins avec une agriculture vivrière, vivrière, et puis un système d'irrigation qui est très développé et qui a l'air de continuer à fonctionner en bonne et due forme à ce jour. Voilà donc un petit schéma qui montrait, qui est explicatif d'Abdellah Sahel. Et pour anecdote, quand nous enseignons ensemble au département d'architecture, et je crois que M. Blahad, lui, je peux en témoigner, il n'arrêtait pas de dire aux architectes: c'est honteux que vous ne dessiniez pas, le dessin c'est votre langue, c'est votre outil, vous ne l'utilisez pas suffisamment. Et Abdellah Sahel les encourageait en prenant aussi avec eux le crayon pour leur expliquer des tas de choses. Alors ce côté didactique d'Abdellah Sahel, moi, m'a beaucoup, j'allais dire, marqué, parce que c'est aussi grâce à lui que j'ai multiplié aussi cette habitude, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, de noter pratiquement tout.
Donc, du premier voyage que nous avons fait ensemble, je notais tout. Il suffisait qu'une personne tousse, je mettais un tel toussé, etc. Je notais même le contexte dans lequel il faisait, et avec du recul, ça fait 9 cahiers très exactement. Le 9e, il va se terminer bientôt. J'ai noté avec des dessins, plein de dessins, etc. dans le cahier. Et Abdelham Sehel était ravi de voir cette attitude-là parce qu'il me disait, et il le disait même à nos étudiants et à nos enseignants, regardez, vous avez un architecte parmi vous qui ne se lasse pas de noter, et c'est devenu pour moi une véritable référence que j'utilise même maintenant pour écrire mes articles, et puis pour apporter des explications que j'ai recueillies avec Abdelham Sehel sur le terrain. Donc cet amour du terrain, je l'ai vraiment appris avec Abdelham Sehel, et ça ne pouvait pas se faire autrement, puisque j'ai toujours reproché au département d'architecture où j'ai reçu ma formation de ne pas nous avoir incité justement à faire cette chose-là. Je crois... Ah, oui, pardon. Il est passionné. Je lui laisse encore 2 minutes. Alors, je crois que si j'avais rencontré Abdelham Sehel avant même de faire des études d'architecture, je me serais dirigé soit vers la sociologie, soit vers la géographie. Tellement, j'allais dire, son influence a été très forte sur moi, et il m'a surtout fait comprendre que la question de l'habiter ne fonctionne pas sans la connaissance de la société, de la culture, de l'environnement et tout le reste. Donc je vais aller un peu plus vite. Les Ksour visités particulièrement sont celui de Boussemroun. Alors là, on voit notre collègue Jamal Qaddah Larahmou, qui était aussi un très grand connaisseur des territoires du Sud, Abdelham Sehel, l'homme de terrain, et Mounir, le passionné de la photo. Ksal Rassoul, un des Ksour, je crois que c'est l'un de mes préférés. J'ai beaucoup aimé ce Ksal, au point où je viens de terminer un essai roman où tous les événements, où toute l'histoire du roman se déroule dans une colline qui rappelle énormément le Ksal Rassoul. Ce que j'ai retenu de Abdelham Sehel, c'est que ce Ksal en particulier est appelé par Matéa Gaudry le petit Redder, pour la simple raison que la mosquée juge son sommet et qu'il est entouré d'habitats. Et bien sûr, nous avons toujours Sehel qui prend en photo Abdelham Sehel avec le maire de Rassoul. Alors une troisième photo d'un troisième Ksal que nous avons beaucoup visité, qui nous a aussi donné à réfléchir et puis à échanger beaucoup dessus, c'est celui de Bawet. Alors là aussi j'ai beaucoup d'anecdotes à raconter à propos de ce Ksal en particulier, mais je ne vais pas m'étaler pour ne pas dépasser les 2 minutes, mais je sais que je l'ai fait quand même, excusez-moi. Le tout dernier élément peut-être de réflexion que je voulais développer, c'était de celui de dire que lorsque nous avons commencé, et pour ce qui me concerne, à découvrir la région, j'avais d'emblée remarqué que tous les Ksour berbères sont relativement bien conservés, alors que les Ksour arabes ne le sont pas et sont en général en état de ruine. Alors, la seule explication que j'ai trouvée, que j'essaie maintenant de développer dans un écrit, c'est de dire que peut-être il y a chez les Berbères, comme le dirait Jean-Marie Lasserre, une romanité qui est toujours là. Il y a aussi une revendication identitaire qui les pousse absolument à garder, les populations berbères, à garder tout ce qui marque leur passage dans les territoires. Et puis, chez les populations arabes, il n'y a pas cet intérêt, j'allais dire, puisque tout se passe dans l'au-delà et que ce n'est pas très important de garder ce qu'il y a j'allais dire, dans ce monde. Alors, donc là, on voit... Alors, cette photo est très intéressante parce que nous étions en visite au Ksal Rassoul et notre ami Seyed Mounir est descendu du Rédillon et il disait à Abdallah, viens voir. Il disait, tu as vu ça? Et Abdallah lui dit, oui, là, ont habité nos parents, nos ancêtres. Et
Et nous en avons ri ensemble, notamment comme Mounir Selyen disait, que j'imagine ici il y avait la cuisine, ici il y avait des pièces, etc. Et donc ça, cette photo, moi personnellement, m'émeut beaucoup parce que on voit aussi la beauté des ruines à Rassoul. Parce que la position que je prends personnellement, c'est de dire que les ruines ne sont pas rébarbatives pour autant. Non, quand on voit ces ruines sur place, on sent la beauté, j'allais dire, d'Ursal en lui-même. Et puis, il y a une anecdote que j'ai gardée en tête, que j'ai reprise en partie dans le roman que je viens terminer. C'était Abdallah Mseher, quand il était enfant, il me disait qu'il sautait d'une terrasse à une autre pour descendre vers le bas de la colline. Donc tout ça, ce sont des... Et puis, à côté, il y a Rbawet. Rbawet, je crois que c'est un arabe, avec une population arabe, qui subit des transformations. Les transformations ne sont jamais à l'intérieur, elles sont plutôt sur la façade. Intérêt commercial, intérêt aussi de visibilité, etc. Voilà. Et je vais terminer par celui-ci. Une photo d'Ursal Boussemroun avec sa mosquée, la qualité de la conservation qui est menée, notamment par notre ami Zolikha Kouati sur place. Voilà. Et donc je m'arrête, sinon ça va s'étaler. Je vais essayer de faire, ou je m'efforce pour faire une petite synthèse pour le travail qui a été effectué par l'équipe qui a été constituée en 1998 par le professeur Abdel Ahmed, dans lequel Abdallah Mseher, il faisait partie intégrante, il a apporté beaucoup sur le plan sociologique. Parce que l'idée de départ, pour Abdel Mejdid, c'était l'espace et l'homme, l'interaction entre les deux, ça demande l'implication de beaucoup de disciplines. Donc, il a mis cette capacité, il l'a mis en place autour d'une table, une équipe multidisciplinaire. C'est-à-dire on trouve autour d'une table, on trouve l'architecte, le géographe, le sociologue, l'économiste, le politologue, et ainsi de suite. Et en même temps, il a mis en place tout un réseau national et international. À partir de là, on a commencé à travailler. Moi, j'étais jeune sur le livre, j'ai intégré l'équipe. Elle était déjà mise en place par Abdel Mejdid. Donc, il y avait Mohamed Hadaïd, il y avait Trash Sidi Mohamed, Moussa Abdallah, Hani Ismail, Fadila, Blassim Ahmed. Ils ont commencé à travailler sur l'espace arabe. Et en même temps, il y avait quand même une mise en place des thèses sur ces terrains-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait une rupture qui a été remarquée par Abdel Mejdid. C'est-à-dire qu'il n'y avait que les Français qui travaillent sur le Sahara algérien. Il voulait assurer celui-là et lancer des travaux de recherche sur le Sahara par des Algériens et l'idée elle a démarré de là. Donc je vais essayer de faire rapidement un bilan sur 2 décennies d'activité scientifique sur le Sahara algérien qui a été mené par l'équipe au sein de la division des territoires au niveau du CRASC. Donc il y avait des projets internationaux de recherche, je cite, il y avait 2. L'un qui a été fait en association avec l'université d'Amiens, dont le chef de projet était Nadir Maro, et du côté algérien, il y avait Abdel Mejdid. Le deuxième projet de recherche international, ça a été fait avec l'université de Besançon. Au niveau de ces 2 projets, il y avait des thèses qui se sont mis en place, se faisaient en parallèle et dans le cadre de ces 2 projets-là. Par la suite, c'est la même chose, il y avait des projets d'établissement, domicile au CRASC, qui sont inscrits dans la durée, c'est-à-dire d'une manière continuelle. Les membres des équipes ils se sont mis d'accord sur un aspect, ça va être le tour de rôle pour assurer la chefferie des projets. Et ça va être pour impliquer les gens d'une manière effective dans la gestion. Donc, Abdallah Mseher, il a participé dans la quasi-totalité des projets. En même temps, il était un chef de projet et il a dirigé la publication d'un ouvrage sur la question. Il y a des thématiques qui émergent,
qui ont été décrits par l'équipe, c'est la mise en valeur agricole, les écosystèmes forestiers, les villes au Sahara, l'urbanisation, habitat rural dans les zones typiques sahariennes et l'agriculture eurasienne pris d'une manière un peu circonscrite spatialement. De la même manière, il y a des manifestations scientifiques qui se sont inscrites dans la durée. Il y avait un grand colloque qui était organisé dans le cadre du deuxième PRC passé avec l'Université de Franche-Comté, qui a été organisé en France. Le deuxième colloque a été organisé ici en environ 2010. En 2015, il y a eu un grand colloque, c'est le Carrefour saharien. Par la suite, on avait une série de jeux de géographie organisés dans l'université en 2. C'est 2005, 2007, 2010, 2012, 2014 jusqu'au 2020, là où la question saharienne elle était tout le temps traitée et Abdel Amsari faisait toujours partie soit des compétitions scientifiques, soit au niveau de l'animation des débats. Donc vous voyez, c'est de la il a cette capacité, c'est-à-dire de mener des débats. Et parfois, c'est-à-dire de pousser la réflexion jusqu'au bout. Il a cette capacité de faire les choses. C'est la même chose, il y avait des journées d'études annuelles. Je vous dis, c'est-à-dire au bout de 20 ans. Chaque année, on organise une journée qui présente les résultats des projets. Sur le plan production scientifique, le bilan de 2 décennies, il est riche. Lorsque j'ai fait le bilan, les remarques, c'est tout un travail qui a été fait. Donc, il y a des thèses et des mémoires. La première thèse, c'était menée, soit dans le cadre d'un magistère de doctorat mené par Mohamed Hadey, sur la partie nord de la zone typique. Par la suite, il y avait 3 thèses inscrites. Ma thèse, une thèse de français et une thèse de M. Badruddin. Par la suite, on a eu sur le même espace. Par la suite, on a eu 3 autres thèses. La dernière vient d'être soutenue en 2, fait par Abdel Payet, c'est par l'Ansari. Et on commence à voir les résultats de la mise en place à un moment donné de quel type. C'est la même chose, ce qui est important, il faut le signaler, c'est-à-dire la découverte ou le travail sur l'espace, il a été facile pour nous, le fait qu'on a encadré autant des mémoires de master. Et je vous dis, c'est-à-dire au niveau de l'université, on peut avoir des centaines de mémoires qui ont traité parfois des coins perdus au niveau du Sahara. Et ça a été la richesse, le fait de constituer ce réseau-là. De la même manière, il y a eu des articles scientifiques. Il y avait un double numéro, une série 51-52, produit en 2011 pour valoriser le colloque. Et par la suite, on a les cahiers des mains. C'est la même chose pour valoriser un colloque. C'était en 2018, un volume consacré entièrement au Sahara algérien. Et par la suite, on a quelques dizaines d'articles de revues internationales, des analyses de géographie, développement durable des territoires, sociographe, Méditerranée, cahier des mains, autre part, cahier d'agriculture, cahier de géographie, du culte enseigné. C'est-à-dire, ça y est, on est inscrit dans cette dynamique et à ce moment-là, on arrive à voir les résultats de recherche. Ça, c'est grâce à qui? C'est grâce aux gens qui, à un moment donné, qui ont mis le noyau qui s'est développé pour faire valoir la recherche sur l'espace saharien et beaucoup plus particulièrement on trouve la recherche des riches dans le côté sud-ouest du Sahara algérien. De la même manière, il y avait des ouvrages qui sont produits sur le sud-ouest algérien, urbanisation, changement social. Donc, Abdallah était le chef de projet. Par la suite, il a été sauvé par l'édition d'un ouvrage sur l'ex-Sour. De la même chose, un ouvrage Carrefour saharien, un volume dans lequel se trouve la quasi-totalité des disciplines qui s'intéressent à l'espace. C'est un document pour nous, c'est-à-dire qui devient une référence en plus du reste. De la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un autre ouvrage qui a été fait par l'équipe au début, dans le cadre du projet PRC Facilé avec l'Université d'Amiens, c'est le désert de l'écologie du divin au développement durable, c'est-à-dire qui a été édité en 2005. Alors, j'ai essayé de synthétiser au maximum le travail qui a été fait par cette équipe. Et je vais dire la rapport d'Abdel Amsari. Pour nous, il était toujours de grande utilité parce qu'il a le regard de sociologue. Où il a une autre qualité, il a pratiqué
a été déjà soulevé par Mme Kouch, le fait qu'il a travaillé au niveau des bureaux d'études, il a côtoyé beaucoup de géographes, beaucoup d'architectes, il a cette capacité, ça veut dire de mettre le lien entre la sociologie et le reste des disciplines. De la même manière, pour Abdallah Sahel, c'était un enseignant, il ne faut pas oublier ça. Il a une grande qualité, c'est-à-dire c'est le contact facile avec les étudiants. Et là, c'est la capacité. Il est simple, il est modeste, mais avec les étudiants, il a un contact, il se fait de manière rapide. Et on garde quelques éléments qui se sont installés dans la durée avec Abdallah Ahmed. C'est des mots qui reviennent. C'est-à-dire on a développé une complicité, ça fait des membres de l'équipe. Mohamed l'a déjà signalé, le mot, c'est-à-dire il faut revenir et revoir la problématique. Il y avait le fameux Pablo, et en même temps, il y avait un autre élément, c'est un mot pour nous, c'est-à-dire qui c'est un code, c'est-à-dire c'est du Mohamed Trash. Bon, j'ai fait une petite synthèse qui a été faite. Donc, ce que je vois, pour moi, je remercie les organisateurs de cette manifestation pour pour garder en mémoire, en même temps, mettre en valeur le travail qui a été fait par des gens, c'est-à-dire qu'on commence à perdre. Vous voyez, cet été, on a perdu autant de chercheurs à cause de cette pandémie, et ces initiatives permettent de perdurer ou de garder au moins en mémoire ce qui a été fait par nos collègues. Ce que je dis comme dernier mot, Abdallah et Ahmed Moussalek. Et je vous remercie.